Donc bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui va parler des traumas sexuels, de la justice et de la thérapie. Et pour parler de ce sujet très important, j'ai l'honneur d'accueillir Delphine Laurin et je propose de lui laisser la parole pour qu'elle se présente et puis je me présenterai juste après elle. Merci Guillaume. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et merci Guillaume pour cette invitation. Donc, Delphine Laurin, je suis thérapeute, praticienne en thérapie brève, en accompagnement neuro-émotionnel et hypnothérapeute. Ok, super. Alors moi, de mon côté, je suis donc psychopraticien en neuro-émotionnel et hypnothérapeute également, spécialisé donc en AVTS, donc accompagnement des victimes de traumas sexuels. Donc j'ai décidé de faire cette spécialité il y a environ 2 ans et je suis là aujourd'hui à accompagner soit en individuel, soit lors de groupes pour traiter de la problématique du trauma sexuel. Alors, on parle de trauma sexuel, j'aimerais commencer tout d'abord par donner finalement la définition du trauma sexuel. Parce que très souvent, quand je vous dis, oui, voilà, j'accompagne les personnes victimes de trauma sexuel, très rapidement, les gens se disent, waouh, il y a de l'agression, c'est quelque chose de violent, et tout de suite, les gens se disent, ouais, ça doit être dur, etc. Finalement, il faut comprendre une chose, c'est que déjà, la majorité des traumas sexuels sont non violents. Mais malgré tout, il y en a quand même qui se retrouvent, voilà, ce sont des traumas sexuels qui font suite à des agressions, à des viols, et là se retrouve le sujet de la justice et donc de la procédure judiciaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans le cadre du trauma sexuel? Eh bien, tout simplement, c'est lorsque je vais réprimer la charge émotionnelle d'une expérience en lien avec la sexualité. Donc, ce n'est pas l'événement qui est le nœud du trauma, c'est finalement le fait de réprimer la charge émotionnelle que j'ai vécue dans cette expérience. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc trauma sexuel, je le répète encore une fois pour que ça s'ancre, c'est la répression de tout ou partie d'une charge émotionnelle ou d'une partie de la charge émotionnelle en lien avec une expérience qui est en lien avec la sexualité. J'ai oublié de préciser une chose sur les commentaires, c'est que si vous avez des questions, et je vais te donner la parole juste après, on a donc le chat sur YouTube, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Et puis bien sûr, si nous ne répondons pas à toutes vos questions durant ce webinaire, qui va durer 1 heure, eh bien vous aurez l'occasion et on vous transmettra nos coordonnées à Delphine et à moi-même pour que vous puissiez nous contacter personnellement pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vas-y Delphine. Oui, c'est une petite précision. Justement par rapport à ce que tu viens de dire, pardon. Le trauma sexuel, c'est beaucoup plus large qu'un seul texte juridique. Donc finalement, on est déjà dans le sujet. Ce n'est pas la qualification juridique que l'on donne à un fait, et même, j'allais dire au-delà de ça, la qualification tout court, ou le mot que l'on porte sur le fait qui importe ici, c'est bien la façon dont la personne vit les choses, et donc les ressentis et les émotions. C'était vraiment pour faire ce lien, et qui est extrêmement important dans le cadre du cadre juridique, puisqu'on va parler tout à l'heure du risque de confusion entre justement la procédure judiciaire et la thérapie, qui fait que la procédure judiciaire, lorsque confusion il y a, peut être problématique en fait pour la guérison. Donc, je te repasse la main. Alors, ça me donne en fait l'opportunité donc de préciser finalement déjà ce thème du trauma sexuel. La première chose, c'est on parle d'expérience et j'aimerais vraiment définir aussi qu'est-ce qu'une expérience, qu'est-ce qu'un événement. Un événement, c'est un événement. Un événement, c'est finalement
le regroupement de plusieurs informations, de plusieurs faits. Voilà, il y a eu une agression, il y a eu un viol, il y a eu... voilà, on est sur quelque chose que je peux décrire, mais ce sont des informations. Par contre, qu'est-ce qui en fait une expérience? C'est l'émotion que je vais mettre sur cet événement. Donc, un événement reste un événement. Et quand on va sur quelque chose de plus violent, une agression sexuelle est une agression sexuelle. Ce qui en fait une expérience désagréable, c'est l'émotion que je vais mettre sur cet événement. Et si je réprime cette charge émotionnelle, eh bien c'est là que je me retrouve dans le cadre d'un trauma. Donc le trauma, je le répète encore une fois, ce n'est pas l'événement. Donc je peux très bien vivre une agression, et comme le disait Delphine, on est sur quelque chose de bien plus large. Le trauma sexuel, on peut se retrouver dans un trauma, la majorité, donc d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, le trauma sexuel, la majorité ne sont pas violents, et parfois, ça se fait même au sein d'un couple, hein. On peut avoir, au sein d'une relation d'un couple, on peut aussi se faire des traumas sexuels de cette manière-là, parce que je vis une expérience en lien avec la sexualité que j'ai dans mon couple, et à un moment donné, pour X raisons, je réprime cette charge émotionnelle. Et donc voilà, bien faire cette différence entre l'événement, qui reste un événement, donc un regroupement d'infos, et l'expérience qui est finalement l'émotion qui est associée sur cet événement-là. Et s'autoriser, je complète, pardon Guillaume, c'est ok, hein, je te coupe et tu me dis si... je complète, c'est vraiment intéressant parce que prenons l'exemple d'une agression sexuelle entre cousins. Ce n'est pas, au titre des textes aujourd'hui, un inceste. Ça ne tombe pas en fait sous le coup de la qualification juridique de l'inceste. Est-ce parce que ce n'est pas sous le coup de cette qualification juridique que je n'ai pas de trauma sexuel? Et inversement, c'est vraiment ouvrir pour s'autoriser à vivre. Est-ce que je peux dire vivre ce trauma? C'est s'autoriser finalement à ressentir ces émotions et à libérer les émotions désagréables à ces faits, quand bien même ils ne tombent pas sous le coup d'un texte pénal. Oui, totalement, totalement. Encore une fois, ce qui est important en fait dans une expérience, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce qu'on va ressentir. Et là, ça fait vraiment le lien finalement avec l'aspect juridique, finalement, quand on se retrouve dans une démarche avec une procédure judiciaire derrière. On pense que voilà, on va rester sur les faits et on se dit ok, voilà, je vais peut-être par vengeance ou quoi que ce soit, à la fin de ce jugement, si j'obtiens un gain de cause, ça y est, j'aurai gagné et je serai contente et tout ira bien dans ma vie. Sauf qu'encore une fois, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que je ressens. Et parfois, je peux très bien, oui, dire, ouais, ça y est, la démarche judiciaire est terminée, j'ai gagné le procès, puis en fait, ça va toujours pas bien. Et là, on va toucher quelque chose de relativement profond. Et là, après, on va aborder un petit peu plus dans le détail l'objet de la procédure pénale. Mais ce qui est important, voilà, de comprendre, c'est ça, c'est tout ce que je fais n'a aucune importance. C'est ce que je ressens. Et je peux ressentir une émotion extrêmement désagréable sur un fait très anodin, qui pourrait paraître très anodin pour d'autres personnes, mais pour moi, je le vis extrêmement mal. Et à l'inverse, je pourrais très bien vivre quelque chose qui paraît extrêmement violent, une agression, et que finalement, je ne me fasse pas de trauma. Parce que je libère, j'extériorise la totalité de la charge émotionnelle qui est en lien avec cette agression, par exemple. Et là, ça me fait un lien entre une question sur, voilà, trauma et traumatisme, quelle différence? Le trauma, donc, c'est quand je réprime cette charge émotionnelle. Ok, je vis une expérience, je garde pour X raisons. Alors, la majorité, la cause principale va être notre conditionnement socio-éducatif et culturel. Mais le trauma, c'est ça, c'est je réprime la charge émotionnelle. Le traumatisme, ça va être le comportement qui va être finalement mis en place par notre système pour compenser ce trauma.
Donc, trauma et traumatisme sont bien deux choses distinctes. Mais très souvent, on a tendance à un petit peu les mélanger. Alors, je ne sais pas si Delphine, tu souhaites préciser quelque chose sur ces définitions de trauma et traumatisme. Non, je pense que oui, c'est posé, c'est calé. Ok. Aucune précision. Alors, j'aimerais juste préciser, parce que là, on parle de trauma, de traumatisme. J'ai parlé comme quoi j'étais psychopraticien en neuro-émotionnel. J'aimerais simplement quand même redéfinir très rapidement, voilà, qu'est-ce que l'accompagnement neuro-émotionnel? En quelques mots, de manière très simple, l'accompagnement neuro-émotionnel a pour but d'amener la personne vers l'antifragilité. L'antifragilité, c'est quoi? C'est une notion qui a été apportée par Nassim Nicolas Taleb, qui lui dit une phrase très simple qui dit que l'antifragilité, c'est la capacité de s'améliorer dans le chaos. C'est-à-dire que quand vous vivez une expérience désagréable, une agression, un viol, là on reste sur des choses, voilà, je reste sur des choses assez prononcées, mais on pourrait rester sur des choses plus légères. Eh bien, pour survivre, mon cerveau va mettre en place des ressources. Ça se fait de manière automatique. Sauf que si je ne décide pas de guérir de ce trauma et donc de grandir de ce trauma, eh bien, je vais être dans la souffrance et je n'aurai jamais à disposition ces ressources-là pour moi. Donc, l'idée de l'antifragilité, c'est ça, c'est d'amener à finalement changer de point de vue par rapport à ce que j'ai vécu, mais pas en rendant l'expérience plus supportable. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu extrêmement peur ou j'ai senti extrêmement de colère, et puis ben, je vais faire en sorte à travers l'accompagnement d'avoir moins peur, que ma peur soit plus supportable, que ma colère soit plus gérable, que je me sente moins coupable. Non, l'idée de l'accompagnement neuro-émotionnel, c'est d'y amener une émotion agréable. C'est-à-dire que je vais, à la fin de cet accompagnement, pouvoir dire grâce à ce que j'ai vécu et plus à cause de ce que j'ai vécu. Donc ça, c'est vraiment une notion que je voulais vraiment préciser. Est-ce que tu veux préciser quelque chose de ton côté, Oui, toi? je ne vais pas préciser quelque chose sur l'accompagnement neuro-émotionnel. En revanche, je vais faire le lien. Le lien avec cette procédure judiciaire et la croyance, justement, ou cette confusion. Je vais rester sur le terme de croyance, peu importe. Qu'ont beaucoup de personnes concernées, que la procédure judiciaire, en fait, va permettre la guérison. C'est-à-dire que c'est vraiment là tout le cœur du sujet, c'est croire que la procédure judiciaire va apporter, que la condamnation va apporter la guérison. Là où, en précisant l'objet de l'accompagnement neuro-émotionnel, tu as bien souligné que le cœur du sujet, c'était bien de trouver cette guérison à l'intérieur. Alors bien sûr que alors c'est possible seul, peut-être, ok. Je dis juste que ça peut être extrêmement difficile et c'est en cela que l'accompagnement est intéressant et indispensable, nécessaire ou utile. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de passer à une étape assez importante dans ce webinaire. C'est pour toi, donc, quel est l'objet de la procédure pénale? Une personne qui va se retrouver, qui subit une agression. OK, j'ai identifié l'agresseur. Je suis donc, voilà, je vais donc lancer des démarches, je vais porter plainte, etc. D'après toi, voilà, quel est l'objet de la procédure pénale quand la personne, voilà, a subi une telle agression? Non, ça ne va même pas être d'après moi, en fait, c'est d'après les textes, d'après l'origine du droit pénal. Et comme ce droit porte bien son nom, le droit pénal, et dans le pénal, tu entends peine, eh bien, l'objet du droit pénal est tout autre que finalement la réparation neurologique, comme on vient de l'évoquer, de la victime. L'objet du droit pénal, c'est définir les infractions. Ça veut dire quoi définir une infraction? C'est définir l'acte qui
pour la société porte atteinte à l'ordre social. 2, c'est définir dans quelles conditions la responsabilité de l'auteur peut être engagée. 3, définir la peine, c'est-à-dire la sanction, parce qu'encore une fois, l'objet de la procédure pénale, c'est bien de sanctionner un individu qui a manqué, qui n'a pas respecté une règle de vie en société, et à travers la peine, d'obtenir son amendement, finalement, d'arriver à l'amendement et à l'insertion et la réinsertion. Voilà l'objet et le cœur même, tu vois, du droit pénal initialement. Et il est arrivé pourquoi ? Pour prendre la place de la vengeance privée, de la justice privée, la loi du talion, si tu veux, le œil pour œil, dent pour dent. Oui. Et donc, c'est l'État qui a pris à sa charge, en fait, toute cette procédure donc, de sanction, de punition de l'auteur, encore une fois, de faits qui portent atteinte, non pas à une victime initialement, mais à la société, à l'ordre social. D'accord ? Okay. Ça, c'est le premier objet. Ensuite, effectivement, est arrivé par l'évolution la considération de la victime. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, tu sais, lors de cette période vengeance privée, loi du talion, finalement, la victime passait l'agresseur quelque part, puisque c'est elle qui se vengeait, et finalement, il n'y avait jamais de proportionnalité, tu vois. Donc, c'est intéressant. Ça dépasse un peu le sujet, mais historiquement, c'est super intéressant d'aller, tu vois, de voir en fait cette position victime-agresseur quelque part. J'en reviens donc au sujet. Et aujourd'hui, objet premier du droit pénal, c'est déterminer justement les infractions, la peine, dans quelles conditions elle se met en place. Et surtout d'avoir une peine qui est personnalisée, c'est-à-dire qui permet à la personne de l'agresseur de se réinsérer dans la société. Parce que l'idée, c'est quand même d'éviter la récidive, accessoirement. Donc, la réparation de la victime est arrivée dans un second temps. Effectivement, la victime prend de plus en plus de place aujourd'hui dans la procédure pénale. Mais pour l'instant, toujours dans cette idée, alors pour l'instant, un petit bémol, mais bon, toujours dans cette idée de réparer, de compenser. Et là, on parle de réparation pécuniaire, même si le type de préjudice qui est aujourd'hui indemnisé est de plus en plus large. Enfin, les types de préjudices sont de plus en plus larges. On va indemniser une perte de chance ou une perte de plaisir, le fait de ne plus avoir de vie sexuelle. Enfin, ça, c'est aussi une croyance, tu vois, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est ça qui est mis en avant, donc ces préjudices-là, et on les traduit en somme d'argent. Okay. Et encore une fois, ni l'un, c'est-à-dire l'action pénale, ni l'autre partie, la partie indemnisation, que l'on peut dire action civile, ne permet en tant que telle la reconstruction neurologique ou psychique de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, si on te demande, si la personne, voilà, elle obtient par exemple une compensation financière très importante parce que, voilà, à la suite du jugement, les juges considèrent qu'il y a eu un énorme préjudice, on pense qu'on pourrait se dire que, ben voilà, étant donné que la personne reçoit une grosse somme d'argent, ben elle va pouvoir redémarrer dans sa vie et puis elle va pouvoir revivre une sorte de nouvelle vie dans sa propre vie. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça qui va amener la personne à s'émanciper et puis à aller vers la voie de la guérison. Parce que, ok, je peux raisonner, et là, on touche quelque chose d'important. Et pour moi, c'est une phrase vraiment primordiale que j'aime vraiment répéter et répéter, c'est qu'un traumatisme n'est pas psychologique, il est neurologique. Donc, même si on va toujours vous dire, allez, ça y est, maintenant, c'est fait, on vous a donné de l'argent, vous avez gagné le procès, ça y est, vous allez pouvoir redémarrer votre vie, c'est super, c'est génial. Donc là, je suis en train de raisonner. Et si je raisonne, donc j'utilise une zone de mon cerveau qui s'appelle le préfrontal, et là, je vais vraiment me retrouver dans une situation où je vais dire, ouais, ok, pour moi, j'ai tout pour aller bien. J'ai de l'argent,
j'ai gagné le procès, donc on m'a reconnu comme victime, donc j'ai tout pour... j'ai une grosse somme d'argent, donc j'avais peut-être pas les moyens avant de m'acheter une maison, je peux même m'acheter une maison maintenant, enfin, bref, tout ce que je veux. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je ne vais toujours pas bien. Donc ça, c'est encore une fois, ce qui se passe, c'est pas ça qui est important, c'est ce que je ressens. Ouais, j'ai beau avoir tout comme ça vis-à-vis de la procédure, je pourrais avoir, semblerait-il, quelque chose de tip-top, et finalement, ben non, en fait, ça ne va pas, et je me retrouve toujours dans des traumatismes, c'est-à-dire des comportements qui fait que je je vais fuir certaines choses. Et même si j'ai gagné le procès, eh bien, peut-être que je vais me retrouver euh, à être dans une célibatite permanente, chronique, parce que je n'aurais pas traité le problème là où il se pose, vraiment au nœud et à l'origine du problème. Alors, ce serait peut-être génial de pouvoir se dire qu'effectivement, tu peux acheter une maison après un procès. Je souris de cela parce que, qui plus est, on est bien loin de Ouais. cela. Hein, voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a quand même un certain nombre de, de nombreux cas dans lesquels, je vais dire, les personnes condamnées ne sont pas en capacité de payer. Alors certes, il y a des fonds de garantie, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ok, la victime est de plus en plus prise en compte. Il y a un certain nombre de fonds de garantie qui se sont mis avec les années en place et qui permettent justement d'atteindre l'effectivité de la réparation pécuniaire. Il n'en reste pas moins que neurologiquement, rien ou presque rien n'est réglé. Je veux dire presque rien parce que ça peut éventuellement aider. Mais oui, tu parles de célibatite aiguë, ok, c'est un comportement, mais au-delà de ça, c'est pas la condamnation quand elle existe. Parce que là, on est en train de parler de cas dans lesquels il y a condamnation. Mais je pense qu'on parlera des autres cas. Mais ce n'est effectivement pas la condamnation qui va permettre, par exemple, à une personne d'entrer de nouveau dans un cinéma si elle s'est fait agresser dans le cinéma. Ou qui va lui permettre de, je sais pas, oui, c'est manger des fraises si finalement son agresseur avait un pull rouge et qu'elle est devenue allergique au rouge, hein, et donc aux fraises. Ce sont ces comportements-là, effectivement, comme tu le soulignes, Guillaume, qu'il est important en fait de viser et qui finalement, pour accompagner des personnes concernées aujourd'hui par les traumas sexuels, ne sont pas conscients. Et ça, c'est important, c'est un point aussi qui est important à porter à la connaissance de tous les intervenants autour de la procédure judiciaire. Les avocats, mais pas que, en fait, hein, les enquêteurs, jusqu'aux magistrats. Tu vois, tous ces comportements qui semblent anodins que la personne ne relie pas tout de suite et d'elle-même à l'agression et qui pourtant lui pourrissent le quotidien. Oui, en fait, là, tu soulignes quelque chose d'important, c'est que les traumatismes, en fait, il peut y en avoir enfin, c'est des milliers, en fait. Là, on a donné quelques exemples, mais oui, moi, l'exemple, j'ai dit, bah, tiens, la célibatite chronique, mais en fait, il peut y avoir plein de choses, et finalement, euh, j'aime bien dire qu'en fait, les traumatismes, c'est un peu les branches de l'arbre. C'est-à-dire qu'on a le tronc, on a vraiment le problème qui est à la racine hein, du tronc d'arbre. Et finalement, les traumatismes, ça va être toutes les branches d'arbre. Donc, ça va être finalement, toutes ces branches vont correspondre à des comportements irrationnels qui vont être mis en place par le cerveau, par le système nerveux. Ces comportements peuvent être de l'ordre physique également. Hein, il peut y avoir également de la maladie, il peut y avoir des problèmes donc, biologiques. Ça peut être donc des comportements qui vont se faire, par exemple, dans notre quotidien, où on va se retrouver à mettre en place des compulsions. On peut mettre en place des addictions. Bref, les comportements qui vont découler de ce trauma racine, finalement, eh bien, sont multiples. Et ça, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment pris en compte dans la procédure. On reste que sur les faits.
voilà, il y a eu telle agression, la personne a subi des violences à tel endroit, et puis en gros, on reste que là-dessus. Et tout ce qui découle de ça, et très souvent, j'ai envie de dire même presque tout le temps, ça reste inconscient. En fait, la personne ne s'en rend même pas compte. Elle met en place des comportements sans vraiment s'en rendre compte consciemment. Et l'idée de tout ça, c'est de compenser, en fait. Parce que le trauma racine n'a pas été guéri, entre guillemets, et donc le système nerveux ne veut surtout pas retourner dans cette charge émotionnelle, ne veut surtout pas revivre ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place tous les moyens à sa disposition pour finalement trouver une compensation et éviter de trop souffrir, tout simplement. Et c'est vraiment, là, encore une fois, le cœur, j'arrête pas de dire ça, mais c'est le cœur du sujet, tu vois, ce système nerveux, à partir du moment où ce comportement se met en place, il est en hypervigilance. Donc, c'est l'affolement à l'intérieur. Eh bien, tu posais la question de savoir si c'était pris en compte par la procédure. Eh bien, non, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette procédure. On pourrait même pousser le truc un peu plus loin. Imagine qu'un jour, ça devienne l'objet de cette procédure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, une condamnation arriverait en fonction de la souffrance de telle ou telle personne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, 2 personnes ne vivent pas de la même manière les faits. Ouais. Donc, en fonction de comment la personne a vécu, alors le droit pénal évoluerait ou serait différent pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que c'est vraiment souhaitable pour la société, tu vois? Donc, encore une fois, ce n'est pas l'objet de la procédure. En revanche, c'est maintenant, aujourd'hui, extrêmement important que tout le monde prenne conscience de cela et l'intègre dans l'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les enquêteurs, le juge d'instruction, le procureur, le ministère public, je vais dire globalement, mais aussi les avocats, lorsqu'ils rédigent leurs conclusions, tu sais, dans le cadre de ces procédures, il y a des échanges d'écrits qu'on appelle des conclusions, dans lesquelles chaque partie va développer ses arguments. Et notamment, je vais prendre pour n'importe quelle infraction en droit pénal, tu as 3 éléments. L'élément textuel, donc l'infraction n'existe que si elle est prévue par un texte, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Le viol, en élément matériel, tu as la pénétration et l'absence de consentement. Et l'élément intentionnel, c'est la conscience que la personne n'était pas consentante. Je fais court, mais c'est pour donner un exemple concret. Et donc, tout ça va être développé dans des écrits par l'avocat de la défense et inversement, développé en contre-argumentaire par l'avocat alors, je t'ai dit quoi? De la défense de l'accusé. Alors, c'était l'inverse. Ouais, bon, bref. Tu as compris ce que je voulais dire. J'ai totalement capté. Et il y a un principe en droit français qui est le principe du contradictoire. C'est-à-dire que chaque partie va s'échanger ses arguments. Okay. Donc, pour la personne concernée par le trauma sexuel, imagine le vécu. Quand, elle lit les conclusions de son avocat. Oui. Qu'ensuite, elle passe aux conclusions adverses. Donc, elle va lire des choses qui, dans les conclusions de son avocat, potentiellement, parce que c'est déjà arrivé comme ça, vont aller dans le sens, et on en rediscutera aussi, de j'ai raison. Et quand elle lit les conclusions adverses, là, c'est le risque d'une revictimisation, si tu veux. Elle va voir peut-être que l'avocat adverse va développer la provocation peut-être de cette personne, parce que ça existe encore, parce que ça permet de minimiser ou de dédouaner, etc., etc. Donc, tu vois, chaque épisode est vraiment, en fait, source de revictimisation, retraumatisation ou alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est j'ai raison. Bah ouais, et alors? Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Ouais, j'ai raison. Ok, t'as raison. Et Est-ce que alors? je vais bien? Voilà.
Exactement, c'est ça. Et très souvent, là, je rebondis sur un truc parce que tu dis que parfois, selon les étapes dans la procédure, il peut y avoir de la victimisation qui va se rajouter. Cette victimisation, finalement, elle peut en tout cas, moi, je la vois comme ça, c'est peut-être se rajouter de la culpabilité, finalement, ressentir de la culpabilité parce que dans la partie adverse, eh bien, on va donner des arguments qui vont dire oui, mais ok, vous avez subi une agression sexuelle, un viol. Ouais, mais c'était quand même de votre faute parce que vous avez vu votre tenue ou bah oui, mais passer à tel endroit à telle heure le soir, ben, est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable? Euh, et finalement, toutes ces choses-là, des arguments comme ça qui vont être Ouais. très anodins, va amener la personne à se dire, bah oui, finalement, en fait, c'est peut-être moi. Et c'est là que finalement, on peut peut-être avoir l'effet inverse de ce qui est recherché à travers la procédure, parce qu'à travers la procédure, on recherche très souvent de la réparation, mais parfois, ça peut, dans ce type de cas, se retrouver dans ben, finalement, je me sens encore plus coupable parce que ben, finalement, en face, j'ai des arguments qui disent que ben, c'est quand même, ouais, ben, j'aurais peut-être pas dû m'habiller comme ça, par exemple. Alors que finalement, la personne a la liberté totale de s'habiller comme elle le souhaite. Et c'est pas un texte qui doit juger ce truc-là. Mais le problème, c'est que derrière, la personne se sent encore plus victime. Et finalement, la procédure aggrave finalement l'aspect de la guérison. Et donc, la victime va se retrouver peut-être encore dans un mal-être encore plus profond. Et donc, mettra encore plus de temps à pouvoir ressortir bah, de cette épreuve, finalement, de la vie qu'elle est en train de subir, quoi, finalement. Alors, Est-ce que oui, tu pardon, veux vas-y. rajouter quelque chose ou vas-y, C'était sur le. Ouais, c'est pas le texte en fait qui va venir dire si oui ou non il faut s'habiller comme ça, hein, on est bien d'accord là-dessus. Hmm, C'est en revanche effectivement des arguments qui sont développés en défense et qui vont être entendus par la personne. Et encore une fois, enfin, l'idée n'est pas de dire là la procédure judiciaire aggrave systématiquement ou est systématiquement source de revictimisation ou de retraumatisation. ça peut être. Le sujet, ouais, ça peut être si, encore une fois, la personne ne bénéficie d'aucun accompagnement ou si, encore une fois, tous ces intervenants-là qui gravitent autour ne prennent pas un jour conscience de cet aspect neurologique. Ouais. Il ne s'agit pas d'opposer finalement la thérapie à la procédure judiciaire. Je répète et je répète, elles n'ont pas le même objet. Totalement. Voilà. Donc, comment effectivement les articuler au mieux? C'était la question suivante. On est on est en plein dedans. On est en plein dedans. La transition est trouvée. Mais en effet, là, je rebondis parce qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui va être proposé? Quand la personne va donc porter plainte, voilà, par rapport à ce qu'elle a subi, très souvent, dans la majorité des cas, et alors après, Delphine, tu me corriges, hein, mais on va proposer un accompagnement psychologique. On va dire, bah voilà, faut aller voir un psychologue, faut parler de ce que vous avez vécu, etc., etc. Et finalement, comme on l'a dit au début, ouais, le souci, c'est qu'un trauma n'est pas psychologique, il est neurologique. C'est-à-dire que le problème se pose à un endroit dans le cerveau qui est différent de l'endroit où se passe le langage, le raisonnement. Et donc, à travers cet accompagnement psychologique, voilà, dans la procédure, on pense que ça va aider la personne, mais parfois la personne va se retrouver, ben, ouais, elle va se dire, oui, c'est bien, ça me fait du bien dans un premier temps de pouvoir extérioriser ce que j'ai vécu, mais je me rends compte que, ben, bah ouais, ça va pas encore totalement bien, quoi. Et donc la procédure, en plus, et alors si ça s'articule, là on parle de l'articulation, si la personne décide de faire les deux en même temps,
Et ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont préférer commencer par la procédure judiciaire et puis ensuite aller sur la thérapie. Il y en a d'autres qui vont peut-être faire l'inverse, puis il y en a peut-être d'autres qui vont faire les 2 en même temps. Ça, c'est chacun fait comme il le sent. Mais finalement, si la personne, elle commence sa thérapie, avec un psychologue et que derrière, dans la procédure judiciaire, on lui rajoute encore, pas tout le temps, mais on peut lui rajouter, de la victimisation, bah, finalement, en fait, la personne a du mal à s'en sortir. Et les procédures sont relativement longues aujourd'hui. Les personnels au niveau judiciaire ne sont pas forcément formés à l'accompagnement des traumas, donc ils ne comprennent pas forcément. Et d'ailleurs, même dans le personnel médical aujourd'hui, il y a des médecins qui ne font pas encore la différence entre trauma et traumatisme. Et il y a pas de problème, hein, je n'ai rien contre ça, c'est normal, ce n'est pas leur spécialité, donc il y a pas de souci là-dessus. Mais ça va être la même chose avec, par exemple, le personnel de gendarmerie, de police qui va interroger la victime et qui ne sont pas du tout formés à ça. Et d'ailleurs, on peut, j'ai un exemple qui me vient que j'avais eu à l'époque lors d'une formation où on me disait, voilà, c'était passé d'ailleurs dans les journaux, il y avait eu une agression qui s'était passée dans le RER à Paris, ou enfin en tout cas dans les transports en commun. Et puis, c'était une femme, c'était une handballeuse qui, voilà, donc une sportive qui fait 1,80 m, donc qui a une posture, une carrure relativement importante. Et elle s'est fait donc agresser par une personne, un homme, qui était tout petit et tout mince, comme ça. Sauf que le truc, c'est que quand la personne, cette femme-là, est allée porter plainte, qu'elle a décrit ce qui s'est passé, ben voilà, j'étais dans le RER, il est venu, il a commencé à m'agripper, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le policier qui était en charge de prendre, la déposition a dit: «Mais pourquoi vous n'êtes pas défendu? Pourquoi vous n'avez pas repoussé la personne? Vu votre carrure, vous faites 1,90 m, votre agresseur il fait 1,60 m, et là vous êtes en train de me dire que vous n'avez rien pu faire». Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son système, l'information, elle est passée donc par son premier cerveau qu'on appelle le reptilien, je ne vais pas donner trop de détails. Puis une fois qu'elle est arrivée au 2e étage qui est le cerveau limbique, il y a eu une information qui a mis en état de stress son système, qui était: «Je ne dois pas me rebeller devant un homme». Et donc, même si l'homme, il fait 1,60 m, qu'il fait 40 kilos, alors que moi je fais 1,80 m, 90 et que j'en fais 80 kilos, eh bien finalement, mon cerveau dit: «C'est un homme». Et qu'est-ce qui s'est passé? La réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle s'est retrouvée en état de sidération. Elle n'a pas lutté, elle n'a pas fui, parce qu'elle ne pouvait pas fuir, elle était dans le RER. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en sidération et elle n'a rien fait du tout. Et là, le truc, c'est que les policiers n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas compris de pourquoi elle n'a rien fait. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte, finalement, le fonctionnement de son système nerveux et finalement la réaction de stress que son système a mis en place. Et cette réaction de stress est liée à finalement, au contexte socio-éducatif et culturel dans lequel elle a grandi. Donc le travail dans l'accompagnement neuro-émotionnel, finalement, on va toujours aller travailler sur cet aspect socio-éducatif. Parce que c'est cet aspect-là qui fait que j'ai réagi de telle manière lors de mon agression. Ou bien, là on parle d'agression, mais si on parle de quelque chose de plus, je sais pas, de plus léger, par exemple, je sais pas, on me force à dire bonjour à quelqu'un, à faire des bisous, des choses comme ça. Bon, bref, OK. Donc je suis enfant, je le fais, voilà, on me force parce que, ben, si je le fais pas, bah, c'est pas poli et on me dit qu'il faut être poli, il faut dire bonjour et pour dire bonjour, il faut faire des bisous parce que c'est comme ça dans ma société. Eh bien, la personne, l'enfant va le faire, mais peut ressentir à ce moment-là, par exemple, du dégoût, peut ressentir, ouais, de l'incompréhension, bref, plusieurs émotions. Sauf que l'enfant ne va pas extérioriser à ce moment-là la charge émotionnelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant réprime la charge émotionnelle, s'en fait un trauma,
Et puis si l'expérience se répète plusieurs fois, parce qu'à chaque fois que je vais chez quelqu'un, je dois faire un bisou, mais les bisous me dégoûtent, eh bien la personne va se retrouver à l'âge adulte à éviter carrément le contact, à éviter le contact physique. Et on va pouvoir peut-être se retrouver avec des personnes qui vont dire, ben moi je suis pas trop tactile, moi tu sais, moi j'aime pas trop, moi je dis bonjour de loin parce que moi même serrer la main, parce que voilà, on lui avait dit que ça ne se faisait pas de ne pas dire bonjour quand on rentrait. Ou en tout cas, dire bonjour de loin, ça ne se fait pas. Donc, le travail à ce moment-là, il se fait sur le contexte socio-éducatif. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose à ce niveau-là, Delphine. Non, j'étais en train de finalement réfléchir à jusqu'où quelle information, tu vois, je retrouve mes mots. On parlait de la prise de conscience de tous ces intervenants, là, dans le cadre de la procédure judiciaire. Et finalement, je me projetais déjà, tu vois, quel niveau d'information serait suffisant pour leur permettre d'accompagner au mieux. Quand tu parles de niveau d'information, c'est-à-dire en termes de formation que d'information, de formation, c'est-à-dire que là, tout ce que tu viens d'expliquer et qui est essentiel à comprendre, notamment côté victime, personne concernée, hein, j'ai plusieurs exemples en tête. Hein, effectivement, tu sais, régulièrement, c'est cette culpabilité que la personne ressent à ne pas avoir réussi à exprimer un non clair. Ouais. C'est, en fait, je voulais pas, mais j'ai pas réussi à sortir ce non, en fait. J'ai pas réussi à le sortir. Je ne voulais pas, mais j'ai pas réussi à sortir ce nom. Et c'est effectivement un point important côté victime dans l'accompagnement que d'aller chercher la source de tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dire non pour le système nerveux, c'est un comportement qui n'est même plus envisageable tellement il fait souffrir. Voilà. Oui. Donc ça, c'est effectivement là notre partie dans l'accompagnement neuro-émotionnel de mettre ça à la conscience, de rendre l'inconscient conscient. Et d'ailleurs, à chaque fois à cette étape-là, tu sens que ça y est, ça bascule. Voilà, ça y est, waouh, ça revient parce que tu as l'allègement de la culpabilité, le fonctionnement du système nerveux. Mais finalement, dans le cadre de cette procédure judiciaire, tu vois, c'est ça, c'est qu'on comprend bien que tous ces intervenants manquent d'informations, mais en même temps, ça sert à rien qu'ils aient... Enfin, ça sert à rien. Ils ne vont pas devenir thérapeutes. Tu vois, donc je me posais cette question. Ça sort un peu du sujet, oui, mais c'est bien sûr. Jusqu'à quel, de quel niveau, quel degré d'information aurait-il besoin pour continuer à faire leur travail, c'est-à-dire mener à bien la mission, leur rôle, sans tomber dans la thérapie. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, la procédure, si elle ne s'orientait que victime, je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait, que le système fonctionnerait mieux, tu vois. Je pense que là, à ce niveau-là, voilà, il y a aussi quelque chose. Alors, on n'est pas là pour faire un débat là-dessus, mais c'est vrai que la prise en compte du bourreau et de pourquoi il s'est mis à faire ça, qu'est-ce qui l'a poussé à mettre en place, par exemple, une agression, c'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait peut-être plus s'attarder et au lieu de simplement punir et dire ça ne se fait pas, donc voilà la punition, finalement, peut-être aller chercher un peu plus loin dans qu'est-ce qui était recherché derrière tout ça. Mais là, l'idée, c'est pas de faire un autre sujet. Hein. Non, on est sur un sujet totalement à part, mais l'idée, voilà, c'est peut-être d'ouvrir la réflexion à ce niveau-là. Mais je rebondis sur un truc sur le nom, en fait. Moi, dans mes accompagnements, je me rends compte que la majorité,
si c'est pas la totalité de mes accompagnés, se retrouvent dans un message contraignant parce que le message contraignant du fait plaisir est très souvent très présent chez les personnes qui ont subi des traumas sexuels. C'est-à-dire que la personne n'a pas su dire non à un moment donné pour faire plaisir à l'autre. Et là, ça nous amène simplement à, je peux me faire un trauma sexuel, par exemple, avec mon conjoint. Si avec mon conjoint, on décide de, je sais pas, tiens, allez, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau dans notre relation, dans nos relations sexuelles. Et que finalement, ben voilà, il teste et la personne, soit l'homme ou soit la femme, hein, peu importe, hein, ça ne lui plaît pas, ou même ça peut même lui amener à ressentir du dégoût. Bref. Le souci, c'est que là, c'est mon conjoint. Et dire à mon conjoint, ça m'a dégoûté, non, mais en fait, c'était, non, ça, ah, merde, dégueulasse ce qu'on a fait, et bien finalement, euh, la, la personne n'ose pas le faire, parce qu'elle se dit, bah, c'est mon conjoint. Alors, on avait en plus un consentement à la base, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc, il y a un consentement, mais la personne va se dire, non, je ne vais pas lui dire, parce que j'ai pas envie de le blesser, donc je vais lui faire plaisir. Et donc, je ne dis rien, et je réprime mon dégoût. Sauf que le souci, c'est que là, si la personne n'extériorise pas son dégoût à la suite de cette expérience, voilà, un test au sein d'un couple, et bien finalement, elle se retrouve dans le cadre du trauma. Et à la suite de ça, il va y avoir des traumatismes qui vont se mettre en place, et donc ça va être des comportements irrationnels. Et peut-être que d'un coup, du jour au lendemain, il y aura moins de relations, ou voilà, où il va peut-être y avoir voilà, peut-être des maladies au niveau de la sphère urogénitale qui vont se développer. Enfin bref, il peut y avoir des choses pour finalement dire, oh là, stop, moi pendant la relation sexuelle, j'ai vécu un truc pas terrible, donc je ne veux plus que ça recommence. Donc pour ne plus que ça recommence, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, faudrait que j'évite la relation sexuelle. Et là, le cerveau, bah, en fait, il met en place tout ce qu'il a à sa disposition par rapport à son vécu. Il se dit, OK, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour ne plus avoir de relations sexuelles, par exemple? Et puis, il va mettre en place voilà, une maladie, du vaginisme, bref, plein de mécanismes qui peuvent perturber finalement la relation de couple par la suite. Est-ce que tu veux compléter ça ou est-ce qu'on continue sur la suite? Non, vas-y, je sais. Alors, moi, j'aimerais juste parler de responsabilité. Là, on parle beaucoup de victimes, on dit, bah voilà, je suis en posture victime, donc je vais lancer une démarche judiciaire, je vais porter plainte, etc. Sauf que finalement, en fait, la justice va pas, donc j'attends en fait à travers quand je fais ma démarche judiciaire, finalement, je ne me place pas forcément en tant que responsable de ma propre vie. Je me place plutôt en, OK, j'attends que ça soit la justice qui règle le truc et pas moi. Et j'espère que la justice va bien faire son boulot pour que je puisse moi m'en sortir. Parce que si je m'en sors pas, bah, je pourrais dire que c'est de la faute de la justice, parce que la justice n'a pas fait son boulot. Et je pense que c'est important et même primordial que dans la guérison, il y ait cette responsabilité. On ne peut pas vivre de guérison sans prendre la responsabilité de sa propre vie. On n'est pas dans de la responsabilité pénale selon les textes. Là, je parle de responsabilité au sein de sa propre vie. C'est-à-dire que ce que vous avez ressenti dans cette expérience désagréable, c'est bien vos ressentis. C'est les vôtres, c'est pas ceux de quelqu'un d'autre. Et vos ressentis, vous en êtes bien responsable. C'est vous qui les créez, c'est votre système qui les crée. Donc, à travers l'accompagnement, à travers la thérapie et à travers la procédure judiciaire, il est important de reprendre sa responsabilité. Et c'est peut-être là la question qui est intéressante peut-être à se poser, c'est se dire, est-ce qu'il ne serait pas plutôt bénéfique pour la personne de faire déjà un accompagnement thérapeutique avant même de mettre en place une démarche judiciaire, pour qu'à travers l'accompagnement, la personne reprenne sa responsabilité, ses responsabilités, et par la suite va permettre à la procédure judiciaire de mieux se dérouler derrière.
Alors, je ne sais pas toi ce que tu en Bien penses. sûr, si dans l'idéal, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, mais encore une fois, le temps thérapeutique n'est pas le temps judiciaire et le temps judiciaire est contraint, en fait, par certains délais. Alors, ouais, responsabilité, c'est se réapproprier sa vie. Et tu sais, tu parlais de conditionnement socioculturel, éducatif tout à l'heure, et ben, ça fait partie, finalement, la confusion et la croyance qu'on évoque depuis le début et qui, finalement, perd cette victime dans la victimisation. Et, je veux dire, on l'a mise en place aussi. Alors, il ne s'agit pas de déresponsabiliser ou de déculpabiliser, mais soyons conscients de cela. C'est-à-dire qu'on a mis en place on l'a entretenu cette confusion. Et donc, bien sûr que individuellement, la démarche consiste à faire passer ce message à la victime, mais j'allais dire aussi collectivement. Ouais. Collectivement, arrêtons de dire que ce système pénal va tout réparer, tu vois. Totalement. Toutes les informations tournent autour de cela. Tu es victime, porte plainte. Non, en fait, ok, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Comment tu le ressens? Qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à réparer, à reconstruire à l'intérieur? Et ensuite seulement, effectivement, tu vis dans une société, ça tombe sous le coup d'un texte, est-ce que tu as envie de? Tu vois? Est-ce que tu as envie d'aller dans cette procédure judiciaire? Peut-être pour toi, parce que cette étape de vie t'a laissé un peu exsangue, on va dire, ou t'a laissé dans un état de vulnérabilité. Derrière, des fois, il y a quand même des descentes aux enfers qui sont juste horribles avant de trouver le bon thérapeute aussi, c'est la question, ou le bon accompagnement. Donc, tu as des pertes d'emploi, tu as des familles qui explosent, et voilà, effectivement, d'un point de vue sécurité juste financière, il peut y avoir un intérêt à agir. Tu vois. Mais encore une fois, tu agis dans ce cadre-là. De la même manière que agir pour qu'un coupable soit puni, ouais, ça s'entend, pour éviter notamment qu'il recommence. Bien sûr. C'est pas pour me venger moi, puisque toi comme moi, on sait que la colère qui anime la vengeance, c'est juste quelque chose qui ronge de l'intérieur, et donc on est à l'encontre de la reconstruction et de la responsabilité. Voilà, c'était juste vraiment, c'est amener la personne à se réapproprier sa sexualité, son corps, la propriété de son corps, et c'est ok. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça? Parce que souvent, en accompagnement, il y a cette étape où elle comprend, en fait. Tu vois que, la responsabilité, tu vois, c'est ma réaction qui a fait que. Et puis, si tu fais pas attention, tu as le petit coup de culpabilité qui revient là, tu vois, dessus. Et voilà, donc, ouais. Encore une fois, je pense que là, pour résumer, finalement, ce que tu dis, c'est que tant qu'on ne prend pas la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'elle a vécu, si on reste que sur, voilà, il y a eu tel comportement, il y a eu tel fait, ou bien on reste que sur l'aspect psychologique, neurologique, on passe à côté de quelque chose. Je pense que, oui, il faut cette procédure judiciaire, à un moment donné, je pense qu'elle a son intérêt. Mais l'idée, c'est que la procédure judiciaire à elle seule, c'est pas elle qui règle le truc. Je pense qu'il y a cette procédure, certes, ça va être finalement, ça va être un élément qui va permettre de pouvoir aller vers sa guérison. Parce que, voilà, ça me permet aussi peut-être de montrer que, oui, j'ai été victime et que vis-à-vis de la société, ce que la personne a fait, ça ne se fait pas, que la personne soit punie pour ne plus qu'elle le refasse aussi. Peut-être, comme tu le disais, peut-être que
le fait de dire que l'agresseur, ça y est, il est coupable, l'idée, c'est peut-être aussi que derrière, il en tire des conclusions en se disant, bah, ok, je vais peut-être arrêter de faire ça. Parce que si j'ai pris de la prison, voilà, je vais peut-être éviter de refaire encore de la prison. Ouais, c'est ça. Donc, et encore, s'il y a eu de la prison, là, on est encore sur un truc plus large. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de prendre en compte la personne dans sa globalité. Et donc, la procédure judiciaire est simplement un élément. Un élément pour, ok, avancer. J'ai peut-être besoin de ça à un moment donné pour avancer, mais je pense que pour retrouver finalement son intégrité complète, et puis pouvoir ensuite continuer sa vie, et puis vivre sa vie en s'émancipant, en grandissant de ce qui s'est vécu, et ne pas en étant dans la souffrance, et bien là, pour moi, l'accompagnement est juste indispensable. Et après, ce sera à la personne, selon ses ressentis, de dire, OK, à quel moment je lance la procédure? Est-ce que je la lance au début, après, en même temps? Ça, après, ce sera vraiment chacun va être son propre juge là-dessus. Mais encore une fois, voilà, vraiment prendre en compte la personne dans sa globalité. Oui, et puis qu'elle ait suffisamment de moyens, tu vois, même au cours de la procédure. Finalement, ce serait un peu ça, peut-être, se dire, c'est intéressant de commencer la thérapie pour, à minima, lui donner les moyens de comprendre ce qui se passe. De comprendre, en fait, ce qui se passe lorsque, je ne sais pas, en cours de plaidoirie, elle entend, ou alors en cours de procès, tout simplement. Elle entend le témoignage d'une personne de sa famille qui est en train de témoigner, non pas, tu vois, en sa faveur, mais contre elle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je le gère ou comment je le rapporte ensuite dans cet échange avec mon thérapeute? Totalement, totalement. Et là, ça m'amène simplement à recontinuer sur cet aspect donc, de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'accompagnement qui vont être après possibles, soit un accompagnement individuel, hein, donc vous allez voir un thérapeute qui va pouvoir vous accompagner et voilà, à travers des séances individuelles, vous amener à retrouver ce fameux soi authentique qui est finalement qui nous sommes au plus profond de nous. Ou bien, il peut aussi y avoir des possibilités d'accompagnement en groupe. Et ça, c'est ce qui est proposé, en tout cas, moi, c'est ce que je peux proposer à mon niveau. Il ne me semble pas que toi, Delphine, tu sois dans les ateliers GMTS. Si, Tu du y es, coup, pardon. Autant oui, pour moi. écoute, c'est OK. Et chez moi, ce sera plutôt fin septembre ou octobre. Voilà, donc en fait, ces ateliers, c'est donc soit il y a cet accompagnement individuel qui peut se faire, soit à travers d'ateliers ou dans les ateliers, alors dans ces ateliers, juste petite précision, à aucun moment vous allez expliquer devant les autres qu'est-ce que vous avez vécu, parce que encore une fois, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que vous avez ressenti. Mais l'idée, c'est que en l'espace d'un week-end, en l'espace de 2 jours et demi d'atelier, eh bien, à la fin de cet atelier, il y ait un changement qui se soit déjà enclenché chez vous au niveau de votre personnalité. Parce que l'objet, en fait, de l'accompagnement neuro-émotionnel, c'est d'aller travailler sur votre personnalité. Si vous ne changez pas de personnalité, vous ne changerez pas de vie. Et vous resterez toujours dans cette souffrance. Donc, pour grandir d'une expérience et ne plus en souffrir, eh bien, c'est sa personnalité qu'il faut changer. Parce que la personnalité va créer notre expérience de vie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais l'idée, c'est voilà, à travers soit un accompagnement individuel ou soit un accompagnement en collectif. Et l'accompagnement collectif permet aussi, voilà, quand on est dans un groupe, des fois, on se sent un peu porté par l'énergie du groupe et ça peut être aussi plus facile d'avancer. Donc, ça, c'est une opportunité qui peut se présenter. Après, il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout être en groupe et ça se respecte totalement, et d'autres qui, au contraire, préfèrent le faire. Et donc là, si vous avez besoin de plus d'informations à ce niveau-là, alors soit vous allez sur nos sites internet directement, et là, vous pourrez prendre contact avec nous, même déjà pour rééchanger. Ou bien si vous avez des questions sur ce qui a été échangé lors de ce webinaire, et puis, sur nos sites internet, en tout cas, je parle du mien, moi je sais que les ateliers que je propose sont mis en ligne sur mon site internet. Delphine, de ton côté,
je te laisse. J'ai pas encore fait. C'est pas encore en ligne. Non, ça va arriver. Mais en tout cas, eh bien, pour les ateliers que Delphine donc, anime, hein, donc atelier GMTS, c'est GMTS pour guérir mes traumas sexuels. Eh bien, ces ateliers, on les retrouve également sur le site de romeocournal.com/événements. Roméo Cournal, qui est à l'origine de ces ateliers GMTS, Roméo Cournal, qui est formateur en neurosciences appliquées et qui est spécialisé dans la formation des thérapeutes pour l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Donc, je pense avoir fait le tour du sujet pour ce soir. Si donc vous avez besoin de poser d'autres questions, d'aller peut-être plus loin, avoir des renseignements supplémentaires, eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous et vous trouverez toutes nos coordonnées sur nos sites internet respectifs. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Delphine. Guérir est à votre portée. Je vais juste dire ça. Ouais. Super. Très belle, très beau final. Guérir est à votre portée. Mais oui, guérir, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas juste une illusion. C'est tout à fait possible. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été présents à nos côtés pendant ce webinaire. Et je vous dis à très vite pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. À très bientôt. Mais à bientôt.